Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Lévy-Provençal et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous avec le Club OMA en partenariat avec le Huffington Post. On se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième rendez-vous mensuel qui explore les futurs possibles. Alors pourquoi les futurs et non le futur? Car nous nous intéressons à chaque émission aux différents scénarios possibles de l'avenir et non pas un seul scénario. Nous avons vu lors des épisodes précédents les futurs de la démocratie, les futurs de la finance, les futurs du travail. Aujourd'hui, nous aborderons avec nos invités les scénarios possibles du futur de la culture. Après la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique que nous vivons, comment les offres culturelles se transforment? Quelles nouvelles modalités de création, de production, de distribution émergent? Comment demain, les arts et les lettres vont se transformer par notamment la technologie, mais aussi les nouveaux usages et l'économie numérique. Pour esquisser les scénarios des futurs de la culture, je reçois aujourd'hui Bruno Patino, Frédéric Montagnon, Claire Ruzinski et Fred Voluer. On ne peut pas évoquer la culture sans parler de médias, et notamment du média où l'audience est a priori la plus massive dans le monde, à savoir la télévision. La télévision a-t-elle un avenir? Comment peut-elle se positionner face aux géants du numérique? Quelles innovations peut-elle proposer? À quoi ressemblera-t-elle dans 5 ou 10 ans? Pour nous parler de culture, de télévision et de leur futur possible, je reçois aujourd'hui le président d'Arte, Bruno Patino. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment est-ce qu'une chaîne de télé comme Arte, qui est une chaîne aux moyens qui reste quand même très modeste, peut rivaliser avec des plateformes globales, des géants comme Netflix? Alors, c'est une bonne question, mais je ne sais pas si le mot de rivaliser est vraiment le mot juste. C'est comment on peut coexister ou exister avec. Et je pense qu'encore une fois, en ce qui me concerne, j'ai deux convictions. C'est-à-dire que d'abord, quand on parlera du futur de la télévision, on parlera forcément de sa plateformisation à un moment donné et de la plateformisation du téléviseur. C'est-à-dire que jusqu'à il y a encore quelques années, on pouvait imaginer que la plateforme était j'allais dire, une organisation liée aux ordinateurs, aux smartphones ou autres. Évidemment, la plateforme est rentrée sur le téléviseur avec Netflix, avec YouTube, avec les sites Internet faits pour cela, Amazon Prime et les autres. Donc, ma conviction, c'est que pour exister face à Netflix ou pour exister avec Netflix, il faut être à la fois dans l'usage et dans la différence. Dans l'usage, c'est-à-dire accepter totalement la plateformisation. Et Arte, en passant de Arte plus 7 à Arte.tv il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans de cela, a accepté de se dire la plateformisation, c'est un usage particulier. On veut tous les épisodes d'une série au même moment. On veut pouvoir regarder quand on le veut. On veut des organisations à l'intérieur qui soient plutôt regroupées en vertical ou autre. On le fait, on accepte cette plateformisation totalement, on joue totalement le jeu. Quand on fait en thérapie, une semaine avant la diffusion antenne, vous avez les 35 épisodes déjà disponibles, mais on veut être différent. Et la différence, c'est que, à mon sens, Netflix, c'est une politique, une logique, une stratégie de puissance. J'essaye de tout avoir dans une espèce d'énorme hypermarché, si l'on dit, voire gigamarché de toute la vidéo possible. Nous, on va avoir une stratégie affinitaire, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus éditorialisé. C'est-à-dire qu'à mesure que Netflix sera de plus en plus riche, de plus en plus ample, de plus en plus se basant de plus en plus sur la profusion pour tout le monde, nous, on va essayer d'avoir une ligne claire, de plus en plus éditorialisée, de plus en plus affinitaire. Voilà comment je pense qu'on peut coexister, si vous voulez. Et pour le moment, modestement, mais les faits semblent nous donner raison, les 3 propositions éditoriales de la chaîne, puisque nous, on se considère comme un bouquet aujourd'hui de propositions éditoriales, la chaîne linéaire d'une part, la plateforme Arte.tv d'autre part, et enfin les chaînes sociales, et en particulier YouTube, ces 3 expressions-là sont en croissance et en croissance notable, y compris un vieux média comme la télé linéaire. En 3 ans, on a progressé de 27%, ce qui n'est pas finalement rien. Et si on parle de chiffres un instant, si on compare par exemple la dernière série en thérapie que vous évoquiez par rapport au succès d'une série Netflix, comment est-ce que vous faites avec les moyens que vous avez comparés à ceux de Netflix pour pouvoir tout de même rivaliser en matière d'audience? Oui, alors en thérapie, c'est une sorte de miracle pour nous. C'est-à-dire que
je suis ravi de vous en parler, mais de vous dire que c'est un exemple duplicable serait peut-être aller au-delà, parce que c'est d'abord une exceptionnelle série, mais aussi qui est tombée au très très bon moment. C'est-à-dire qu'il y a ce miracle éditorial de temps en temps qui arrive, qui est que ce que vous avez mis en chantier 2 ou 3 ans avant tombe au moment mais idoine et le moment où la France traversait cette crise de pandémie, qui est une sorte de traumatisme collectif, finalement, on a mis en ligne et puis à l'antenne une série fondée sur la parole et l'écoute comme capacité de dépassement du traumatisme. Et je pense que c'est cette adéquation-là. On a des scores qui sont phénoménaux. Hein. On est à plus de 45 millions de visionnages sur arte.tv. C'est-à-dire que c'est des scores qui, d'après mes informations, n'ont pas à rougir des meilleurs scores, voire même sont peut-être parfois au-delà des meilleurs scores des séries Netflix en France. C'est un moment, en fait, où là, le fait d'avoir une antenne encore, démontre qu'en fait, quand vous jouez les 3 propositions éditoriales en même temps, ben, vous avez un effet multiplicateur. C'est-à-dire que vous et moi, on a connu les débuts du numérique. Moi, je suis un peu plus âgé que vous, donc plus que vous. Enfin, j'étais un peu plus âgé, où tout le monde parlait de cannibalisation à l'époque. Et on est un certain nombre à n'avoir jamais cru à la cannibalisation. C'est-à-dire penser que tout ça était des questions d'usage, en fait. Et les usages ont tendance à s'additionner. Et là, en l'occurrence, quand vous mettez les 3 propositions éditoriales ensemble, elles se nourrissent l'une l'autre. Et donc, les 35 épisodes sur la plateforme arte.tv, l'antenne qui joue ça en mettant des bandes annonces en permanence pour le renvoi à la fois à l'antenne et à la plateforme arte.tv, l'antenne évidemment qui regroupe plusieurs millions de personnes chaque soir de la diffusion, plus la programmation YouTube où on fait un épisode par jour pour respecter, si vous voulez, le calendrier de la thérapie elle-même, ben, tout ça fait boule de neige. Et donc, quand on met ces 3 dispositifs ensemble, ben, finalement, on finit par être visible et par être désirable. Et donc, malgré notre petite taille et malgré effectivement un budget qui est minuscule comparé au budget Netflix, a existé. Et je pense, encore une fois, je reviens à ça, sur la pertinence de l'offre. Quand l'offre est pertinente et quand on arrive à cumuler les moyens pour la faire découvrir, alors dans ces cas-là, oui, on existe de façon assez notable. Parlons des usages numériques et parfois aussi des effets catastrophiques de ces usages. Je veux parler des bulles algorithmiques d'une part, de l'addiction, la recherche de l'addiction des utilisateurs, du zapping permanent. Comment est-ce qu'on peut créer une offre culturelle, voire renouveler une offre culturelle, sachant qu'on connaît ces effets catastrophiques? Et vous êtes bien placé, Arte, pour parler de ce sujet et aussi par rapport au livre que vous avez écrit. Alors, tout est une question, encore une fois, il y a une double question. Il y a une question de modèle économique d'une part et une question de structuration technologique de l'autre. La question du modèle économique qui fonde l'addiction, en réalité, et d'une certaine façon aussi les bulles algorithmiques, ce sont des modèles économiques basés sur la publicité ciblée. Comme vous le savez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez votre modèle économique repose sur une publicité ciblée, alors vous reposez l'ensemble de votre succès sur à la fois une viralité extrêmement forte et un temps d'attention extrêmement fort. Et donc, vous développez entre le dark design d'une part, le hameçonnage d'autre part, les alertes permanentes, etc. Vous développez tout un système d'outils pour essayer d'avoir le plus possible l'attention de votre utilisateur qui soit en permanence tourné vers vous. Je pense que quand on n'a pas ce modèle économique-là, et en l'occurrence, Arte est un modèle complètement gratuit, qui évidemment ne propose pas de publicité ciblée, qui n'est pas un modèle par abonnement, et donc nous ne recherchons pas, j'allais dire, à capter l'attention à tout moment. Mais je vais aller même au-delà de ça, c'est-à-dire que ce qu'on recherche aussi, c'est notre conviction, c'est que quelque part, cette société de multi-abondance et j'allais dire, de multi-hameçonnage permanent, finalement, engendre une certaine fatigue générale, qui est une fatigue un peu triple. Elle est à la fois technologique, elle est sociale, elle est même physique, et que dans ces cas-là, la proposition de grands récits
plutôt que j'allais dire, de clash d'opinion permanente, la proposition de donner du temps à l'expression culturelle, au silence qui suit l'expression culturelle, à la création au sens laisser du temps pour les œuvres pour qu'elles se déploient. Laisser du temps aux œuvres pour qu'elles se déploient, c'est laisser aussi de l'espace pour l'esprit, le cerveau et la sensibilité des personnes. Et donc, je pense que là aussi, la façon dont on capte à un moment donné, ou plutôt dont on met en avant ces grands récits et ces œuvres artistiques, fait diminuer la fatigue collective. Maintenant, sur les effets catastrophiques, un des effets les plus compliqués, et on va y revenir sur le futur de la télévision, c'est que les mass médias, ce sont des médias de distribution, où tout le modèle économique et tout le modèle, j'allais dire, de réception ou de conquête de l'audience était autour de la distribution. Aujourd'hui, le pouvoir, il est dans les mains des plateformes de découverte. Et évidemment, les grandes interfaces sociales, Facebook, YouTube, etc., sont certes des outils de distribution, mais c'est surtout des organisations de la découverte, de façon algorithmique, en recommandation sociale ou autre. Et donc, si vous voulez, la compétition aujourd'hui la plus forte, elle est certes évidemment dans le domaine des contenus, d'essayer d'avoir les contenus les meilleurs possibles, mais aussi cette capacité de faire découvrir. Et là où, évidemment, j'essaye toujours avec les équipes d'Arte d'être extraordinairement vigilant, c'est de ne pas laisser, on va dire, dans les mains de grandes plateformes, que par ailleurs j'estime, mais qui ont des modèles économiques fondés justement sur la publicité ciblée, de ne pas laisser dans leurs mains et uniquement dans leurs mains la capacité de faire découvrir ce que l'on propose. Et je pense que tout l'enjeu, y compris démocratique et culturel, de notre univers numérique, il tient dans la façon de proposer plusieurs moyens, plusieurs chemins aussi efficaces les uns les autres pour découvrir ce que l'on crée. Est-ce que vous pouvez nous parler des expérimentations que vous menez au sein d'Arte dans le domaine des nouveaux formats, peut-être aussi des réalités mixtes ou de l'interactivité? Oui, parce que c'est un domaine très, très important, parce que comme je le disais juste présent, le numérique, c'est évidemment loin d'être uniquement un outil de distribution, ça ne l'est même pas, c'est au minimum un outil de découverte, d'interaction sociale ou autre, mais c'est aussi l'émergence de nouvelles formes narratives qui sont exceptionnelles. Et donc, on pourrait passer des heures, mais en gros, dans quelle direction on va ? On a essayé avec énormément d'appétence d'aller dans le plus de directions possibles, mais on a été très fortement dans toutes les directions immersives. Donc, le fait que l'écran d'un espace de 2 dimensions devienne d'une certaine façon, alors on ne va pas faire ici référence à Umberto Eco et l'œuvre ouverte, mais quand même, l'écran devient aussi un endroit où on peut se mouvoir d'une certaine façon, et donc la réalité virtuelle, la VR évidemment, on a été très présent là-dedans, on l'est toujours, le Arte depuis plusieurs années a développé des offres extrêmement notables dans l'univers de la VR. Alors cette année, en 2021, on a une œuvre VR qui arrive qui s'appelle 1,20 m, qui est une œuvre coproduite avec des Argentins et qui parle de la perspective d'une jeune femme qui est dans son fauteuil roulant et qui va en plus découvrir la sexualité dans son fauteuil roulant. On a Missing Pictures aussi, qui est quelque chose qu'on va développer sur, on va dire, les films, vous savez, qui n'ont jamais vécu en réalité, qui ont été rêvés par leurs auteurs. Et donc là, on va demander à plusieurs réalisateurs, comme Abel Ferrara par exemple, de nous faire vivre en réalité virtuelle ces films qui n'ont jamais vu le jour en réalité. On va aussi avoir, toujours dans la réalité immersive, de la réalité augmentée, notamment un programme dont j'oublie toujours le nom, mais qui doit s'appeler Faux Monnayeur, je pense sans doute en hommage à Gide, mais qui va vous montrer, on va dire, l'aventure de la monnaie, l'aventure de l'argent à partir d'un billet de banque en réalité virtuelle. Vous scannerez un billet et vous amènera dans une autre réalité. Donc, il y a la réalité immersive d'une part, toujours dans l'œuvre ouverte. Il y a le gaming aussi. Ça fait très, très longtemps qu'on fait du jeu. Alors, évidemment, du jeu indépendant, toujours à forte dimension culturelle. Mais là aussi, si vous voulez, c'est le jeu, c'est toute la possibilité pour nous d'être en interaction avec notre audience. Donc, tous ces formats-là, on les développe. Évidemment, par ailleurs, la narration toute particulière, j'allais dire le ton,
la façon de filmer, la façon de monter, de post-produire qui a été amenée par l'univers numérique fait qu'on multiplie aujourd'hui les mélanges entre stop motion, dessin, animation, BD. On a fait des BD sur Instagram autrefois. Et aujourd'hui, si je devais citer trois ou quatre programmes, entre le Libre d'Ovidie d'après le roman graphique, on a aussi 18h30, une série qui est vraiment tout dans les codes narratifs numériques, filmée comme ça de façon répétitive à la sortie du bureau. Enfin bref, on a énormément de formats. Et je dois dire que ce qui a aussi donné de la vitalité à Arte, c'est que loin d'être dans un petit silo, tout cet univers-là irrigue évidemment l'ensemble de la chaîne. Et il nous a permis aussi, par les nouveaux usages et par ces nouveaux publics, de conquérir énormément de jeunes j'allais dire, avec lesquels on est en adéquation, parce qu'encore une fois, les façons de raconter ou les façons de monter, d'interagir sont pleinement et avec appétence dans cet univers-là. Alors j'imagine tout de même que l'audience de ces nouvelles formes de création reste confidentielle, en tout cas pour ce qui concerne la VR ou l'interactivité, mais ça met Arte quand même dans un poste d'observation du futur de la télé très intéressant. Et je voudrais vous entendre sur votre vision du futur de la télé. À quoi ressemblera, selon vous, la télé en 2025 ? D'abord, si vous voulez, je pense que moi, j'ai grandi à un moment où la télévision, c'était trois choses en même temps, si vous voulez. C'est-à-dire que il y avait une identité, comme on disait en mathématiques, entre le téléviseur, la chaîne et le programme de télévision. Quand mes parents me disaient, enfin, ne le disaient pas en l'occurrence, mais quand j'entendais les parents de mes copains dire ne regarde pas trop la télévision, ça voulait dire ne te mets pas devant le téléviseur sur le canapé à regarder une chaîne qui va avoir un programme. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a eu j'allais dire une explosion ou une fragmentation de ces trois choses qui ne faisaient qu'un, si vous voulez. Et donc, le futur de la télévision, c'est très compliqué d'en parler comme ça, parce que est-ce qu'on parle du futur du téléviseur ? Est-ce qu'on parle du futur de la chaîne linéaire, ou est-ce qu'on parle des futurs des programmes audiovisuels ? Ces trois choses-là ont des destins qui sont, de ma part en tout cas, enfin de mon point de vue, de plus en plus divergents en réalité. Et en 2025, le destin de ces trois composantes de ce qu'on appelait autrefois la télévision seront complètement différents. Le téléviseur, on le voit bien, ça se résume de plus en plus à un écran connecté en réalité. Et puis on va le voir, c'est-à-dire que je pense que évidemment, après avoir vu l'écran plat, on va avoir l'écran plat sans fil en réalité, et qui va avoir des capacités d'immersion, des capacités d'interaction, et que finalement, avec des images de plus en plus, j'allais dire, en haute définition, donc le futur du téléviseur, il est assuré. Le futur des programmes audiovisuels, évidemment, très fortement, on en consomme de plus en plus, même si, pour ma part, je pense qu'on va arriver d'ici 2-3 ans à une saturation des yeux, en fait. On le voit bien déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui, le nouveau terrain de conquête, ce sont les oreilles. Les oreilles sont les yeux parce que ça vous permet d'avoir les oreilles en mobilité en réalité. Et donc, le moment où vous avez quand même besoin de vos yeux pour faire autre chose, pour ne pas mettre en danger votre vie, quand vous êtes en mobilité ou ailleurs, on voit bien que les oreilles sont devenues le nouveau grand, la nouvelle frontière d'une certaine façon à conquérir, et que les yeux arrivent en saturation. Donc, je pense que si vous voulez, je ne vois pas arriver un crash de la production audiovisuelle, pas du tout, mais une asymptote sans aucun doute. Et j'aurais plutôt tendance à considérer que l'ensemble de la production audiovisuelle va quand même un peu baisser, tout en restant à un niveau évidemment stratosphérique tel qu'il est aujourd'hui. En revanche, sur la chaîne linéaire, je suis évidemment moins optimiste, mais là encore, il faut bien dissocier deux choses. Il faut bien dissocier d'une part l'usage, et l'usage, il y a encore un besoin de linéarité. Il y a un besoin de linéarité, d'abord pour la synchronicité sociale, pour les grands événements, on a besoin de synchronicité sociale, et c'est bien d'être tous ensemble au même moment. Et la linéarité donne ça, elle donne une synchronicité sociale qui dépasse votre propre groupe. On voit bien comment les plateformes
permettre d'avoir une synchronicité sociale avec mon petit groupe d'amis. Je fais un visionnage, même si je ne suis pas dans le même endroit, je fais un visionnage en même temps, mais la grande synchronicité sociale sur un corps social important reste important. Et puis aussi parce qu'il y a l'habitude. Et la linéarité, vous donne une capacité d'habitude qui est aussi une vraie demande de la part de plusieurs personnes, d'où les rendez-vous qui reviennent petit à petit sur les plateformes ou ailleurs. Donc on voit que cette linéarité va perdurer dans l'usage. Maintenant, le modèle économique lui-même de la chaîne linéaire, quand il est financé par la télévision, on voit bien qu'il va rester important, mais la concentration semble inexorable. Et ce qui se passe aujourd'hui sur les discussions autour du rachat de M6 montrent bien que cette concentration-là montre que le modèle publicitaire va perdurer, mais pour un nombre extraordinairement réduit. Donc, j'aurais tendance à vous dire, pour juste conclure, oui, je vois des écrans de télévision à peu près partout, une production audiovisuelle plutôt un tout petit peu en baisse, en tout cas qui aura cessé d'augmenter, justement parce qu'il y a la saturation des yeux, et une très très grande complexité du mélange entre linéaire et non linéaire. C'est-à-dire que la frontière va être de plus en plus floue parce que les demandes sociales, les demandes individuelles sont là, mais les modèles économiques vont devenir de plus en plus complexes. Merci Bruno Patino. Je vous propose d'accueillir à présent la cofondatrice d'une entreprise, Les Filles sur le Pont, qui anime un réseau culturel et organise des événements dans l'espace public. C'est une initiative à la marge et avant-gardiste. C'est aussi une entreprise qui a subi la crise actuelle de plein fouet. Bonjour Claire Rusniewski. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours? Oui, avec plaisir. Moi, je travaille depuis une vingtaine d'années dans la culture, avec comme conviction que l'art et la culture sont des sources d'expression, d'épanouissement, de rencontres et d'inclusion assez uniques, et qu'il faut, je crois, faire tout ce qu'on peut pour que les gens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent s'essayer d'une manière ou d'une autre à la pratique artistique et franchir la porte d'un lieu culturel. Et donc, j'ai consacré ma première tranche de vie professionnelle à ça, notamment à travers la création d'un événement qui s'appelle Culture au Quai, qui pendant 12 ans, dans l'espace public, rassemblait 100 000 personnes, donc un très large public, et les institutions culturelles, théâtre, musées, salles de concert, mais aussi compagnies, etc., pour lancer la saison, donner envie aux gens d'acheter des places à tarif réduit, pourquoi pas, de s'essayer à un atelier de danse, de théâtre, de musique, etc., de rencontrer un metteur en scène, un commissaire d'exposition. Et j'ai passé beaucoup de temps, c'est un événement qui prenait presque un an à organiser. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on a sensibilisé, mine de rien, en Île-de-France, un certain nombre de publics. Et c'était un événement où vous rassembliez, je crois, une centaine de milliers de personnes, c'est ça? Oui, en effet. Il y avait en moyenne 100 000 personnes qui venaient battre le pavé, soit du quai de la gare les premières années, puis du bassin de la Villette au métro Jaurès. Et qu'on a, je crois, en effet, fait venir un public très, très varié. Autant des publics avertis qui sont abonnés à l'Odéon, au théâtre des Champs-Élysées, qui venaient parce qu'ils profitaient de bons plans et que c'était une grande fête, mais aussi les néophytes du quartier, de Pantin, enfin de toute la région, qui venaient parce que c'était une fête gratuite pendant 3 jours, avec des concerts gratuits, etc. Donc, et c'est ce mélange de public-là qui m'a vraiment portée et qui a fait que j'ai inlassablement réorganisé chaque année cet événement, parce que je trouvais que c'était vraiment un endroit assez rare finalement où se mélangeaient à la fois des institutions publiques et privées, se rencontraient les acteurs professionnels et les publics de tout horizon. Et alors, évidemment, c'était, selon la formule, le monde d'avant, hein. Ouais. La crise est arrivée, la crise sanitaire, la crise sociale, la crise économique. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, on imagine, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément? En fait, la crise, moi, ça faisait
quand même 1 an ou 2 que je me disais que j'avais envie peut-être d'amorcer un nouveau passage, enfin une transition professionnelle pour me concentrer vraiment sur les publics dits en situation de fragilité, les publics du champ social, et de mener des projets plus sur le long terme, de manière pérenne. Donc finalement, la crise a été plus un catalyseur, un révélateur de l'essentiel, de l'essence de mon projet professionnel. Et je pense que ça a été le cas d'ailleurs pour pas mal de gens. Je pense que le fait d'avoir été mis à l'arrêt comme ça nous a obligés, d'une certaine manière, à prendre le temps de réfléchir, à se poser vraiment les questions de nous, de quelle place on occupe quoi, dans cette vie professionnelle notamment. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là que de toute façon, l'événementiel n'étant plus possible, j'allais donc me concentrer sur le pont entre la culture et le monde social. Et donc, aujourd'hui, soutenue par des partenaires publics, privés toujours, je recense les projets artistiques qui sont co-construits avec des publics du champ social. Je réunis des artistes dans un think tank pour réfléchir à ce que c'est que monter un projet artistique avec des publics en prison, des publics à l'hôpital, des publics qui habitent des quartiers politiques de la ville. Voilà. Donc j'ai réorienté mon travail et en fait ça me va assez bien. Comment s'appelle cette nouvelle Ça s'appelle Place de la Culture. C'est un site de rencontre en fait à l'origine entre les associations du champ social, Emmaüs Solidarité, Aurore, les centres pour demandeurs d'asile, enfin tout type de structure de champ social, et les lieux culturels et les compagnies. Et donc ils se rencontrent sous forme de petites annonces. Voilà, je suis un artiste et je propose un atelier de musique dans un CADA. Je suis un centre social et je recherche un conteur, enfin, ou quelqu'un pour animer un atelier de dessin, enfin voilà. Et donc s'opère comme ça une rencontre entre ces acteurs-là. Donc, ce que vous faisiez finalement par le festival annuel, 100 000 personnes se retrouvaient. Là, vous êtes en train de le faire au travers, je crois, une plateforme en plus, qui est une plateforme digitale où les gens se rencontrent non plus sur la place publique, mais sur des espaces publics virtuels en attendant. J'imagine que vous avez d'autres projets dans l'avenir, peut-être un peu plus présentiels. Comment est-ce que vous voyez l'avenir ? C'est-à-dire qu'en fait, je pense que l'artiste de demain doit pouvoir mener son travail, penser ses projets hors des lieux de diffusion. C'est-à-dire que s'il y a une problématique des lieux de diffusion, j'entends théâtre, salle de concert, etc., s'il y a une problématique évidente de diversité sur scène et dans la salle, il y a aussi une problématique de comment on accompagne un artiste hors les murs, comment on accompagne un artiste dont la vocation est de construire des projets, de créer des projets artistiques, non pas sur scène, mais dans la rue, dans une prison, dans un hôpital, etc. Et ce que j'entends, moi, et c'est ma conviction depuis toujours, donc je suis assez contente de voir qu'il y a un mouvement, je crois, qui commence à émerger, qui est la revendication d'une démarche artistique, voilà, hors institution, hors les murs. Évidemment, ça a toujours existé, mais je pense qu'il faudrait vraiment en faire presque un statut un peu à part, et qu'ils se sentent plus reconnus dans cette démarche-là. Je suis assez convaincue qu'une personne qui a rencontré un artiste dans son environnement, qui a participé à un projet quel qu'il soit, poussera beaucoup plus facilement la porte d'un grand théâtre par la suite, quoi. Et l'exemple qui me vient et que je trouve assez remarquable, c'est celui du 104 à Paris, où en effet, ce lieu est hybride, c'est-à-dire que c'est à la fois un lieu d'expression spontanée, où s'expriment des disciplines artistiques qu'on ne voit pas forcément dans les lieux, les grands théâtres, etc., les arts de la rue, le hip-hop, etc. Et que quand je vais assister à un spectacle au 104, je m'aperçois que la salle est beaucoup plus diverse et beaucoup plus éclectique, beaucoup plus jeune que dans d'autres types de théâtre. Et donc je pense que cette hybridation-là,
entre à la fois un lieu d'expression et un lieu de diffusion est vraiment extrêmement intéressante et je pense qu'il faudra encourager ça, quoi. Ouais. Vous pensez que la France a une spécificité en la matière? C'est-à-dire que la France s'est dotée depuis une quarantaine d'années, et c'est formidable, d'un maillage de lieux culturels sur son territoire sans pareil. Je crois qu'il n'y a pas d'autre pays et doté d'autant de théâtres. C'est formidable, mais en même temps, il faut les financer. Donc évidemment, ça prend un budget énorme aux collectivités, au ministère de la Culture, etc. Et je pense que du coup, ça peut-être ne permet pas l'éclosion, le déploiement de projets artistiques, encore une fois, hors les murs, dans les territoires, etc. Et que du coup, ça, c'est vraiment une démarche qu'il faut un peu forcer, que moi, je force. C'est pour ça que je revendique le fait d'être à l'extérieur, d'avoir une structure indépendante, parce que j'ai l'impression que je garde comme ça un regard un peu extérieur, hors institution. Mais je suis quand même soutenue par les institutions, ce qui est intéressant. Oui, vous êtes suivi quand même par un certain nombre d'institutions. Oui, j'ai toujours été soutenue dans mes projets par la mairie de Paris, la région Île-de-France, le ministère de la Culture ou des fondations privées. Et donc j'ai beaucoup de chance, j'ai toujours mené les projets que j'ai eu envie de mener, mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression que c'était en étant à l'extérieur, un peu comme l'artiste qui fait le pas de côté, quoi, qui est de côté. Finalement, peut-être que j'imite l'artiste, que j'étais plus forte et que je pouvais proposer et faire changer les choses de manière plus impactante. Voilà, j'ai toujours eu cette impression. Et vous avez le sentiment qu'il y a une différence pour les artistes émergents en France et dans d'autres pays européens, je pense à l'Allemagne par exemple? Disons que je n'ai pas étudié vraiment ces pays-là. Néanmoins, je voyage et quand je vais à Barcelone, à Berlin, enfin dans d'autres capitales, j'ai quand même l'impression que comment dirais-je, le projet spontané, le projet dans la rue, le projet, la forme hybride, elle est plus facile et que les tiers-lieux aussi accueillent beaucoup plus de culture. Voilà, que le squat qu'on connaît à Berlin, il est vraiment une forme d'expression extrêmement importante et que se rencontrent aussi dans ces lieux-là des publics très, très, très divers, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'effectivement, on pourrait prendre modèle sur ces villes-là qui, on l'a vu pendant la crise, qui ont, comment dirais-je, ont réagi de manière voilà, très spontanée à ce qui se passait à la fermeture des lieux culturels pour aller à l'extérieur et aller à la rencontre des gens. Voilà. Comment vous expliquez cette différence? À quoi elle est due? Est-ce que c'est une question de culture, pour le coup, française? Est-ce qu'il y a une particularité dans ces pays qui fait qu'on accepte peut-être plus l'émergence, la marginalité, l'avant-garde? Comment vous l'expliquez, ça? C'est que je pense que la culture en France, elle a toujours été très institutionnalisée. Le fait qu'on ait un ministère de la culture, c'est quand même assez rare. Et donc, du coup, je pense que ça centralise à la fois les financements, les projets, etc. Et du coup, ça fait quelque chose d'un peu descendant comme ça, avec une tutelle. Et puis, après, il y a les strates qui en découlent avec un financement voilà, très fléché. Moi, pour avoir parfois essayé, j'ai toujours réussi, mais j'ai parfois mis du temps à faire financer des projets parce qu'on me disait qu'ils étaient trop hybrides, trop pluridisciplinaires, trop culture sociale, enfin voilà. Et que du coup, il n'y avait pas de ligne. Et voilà, je pense qu'il y a quand même une culture de la ligne en France qui fait que pour sortir des clous, il faut être volontaire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez volontaire, en effet. Merci en tout cas pour cette volonté. Merci de nous donner l'occasion de sortir des lignes et aller explorer ce qui est à la marge. Merci beaucoup, Claire. Avec plaisir. Merci à vous. Comment consommerons-nous la culture demain? Quels médias, quels formats, quelles plateformes vont arriver sur le marché? Une des technologies qui devrait changer la donne est la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les réalités mixtes. Je reçois aujourd'hui le patron fondateur de la plus importante boîte de production de divertissement immersif au monde, Atlas 5. Atlas 5 est une des boîtes de production françaises d'un nouveau genre, les plus primées avec seulement 3 ans d'existence. Sundance, la Mostra de Venise, South by Southwest, Cannes. Bonjour Fred Voluer. Bonjour Michel.
Alors, pourquoi êtes-vous si connu aux États-Unis et pas en France? Alors, tout de suite, une très grosse question. Pourquoi est-on si connu aux États-Unis et pas en France? Écoutez, je crois qu'au départ, il y a cette idée qu'on voit souvent revenir en France que on oppose les broadcasters, les chaînes de télévision, aux streamers. Et on a l'impression que la bataille du divertissement, c'est est-ce que toutes les chaînes de télé vont devenir un jour Netflix ou Amazon? Or, pour moi, cette bataille-là, c'est la bataille, je pourrais appeler la bataille de la 4G. C'est la bataille d'une génération où en fait on découvre la possibilité de l'ADSL et des hauts débits qui nous amènent vers une diffusion plus rapide de contenu rendu vidéo. La bataille qu'on est en train de mener, nous, chez Atlas V, c'est plutôt celle de la 5G ou du Wi-Fi 6. C'est celle, en fait, qui va faire que les processeurs vont inexorablement se rapprocher de nous, la technologie va se miniaturiser au point de rentrer dans des lunettes qui sont pas plus épaisses que les vôtres, qui vont faire entre 100 grammes et 150 grammes, et qui vont en fait être capables de se mettre en lien avec des processeurs dans le cloud, qui vont vous permettre de voir des choses en réalité virtuelle, en réalité augmentée, des hologrammes, des contenus dans l'espace. Alors, très concrètement, quel est votre métier et est-ce que vous pouvez nous montrer quelques-unes de vos productions? Bien sûr, je vais vous montrer tout de suite quelques-unes des productions. Le métier, quel est mon métier? Notre métier, en fait, on l'invente un petit peu toujours, un petit peu tous les jours. Mais ce que je peux vous dire sur ce qui nous rassemble chez Atlas V, c'est qu'en fait, c'est un point de départ, c'est l'histoire. C'est l'histoire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous aviez 5 ans, vous étiez sur les genoux de vos grands-parents, qu'on vous racontait des histoires, et on vous disait qu'en fait, vous allez devenir une petite fourmi et que vous allez vous enfuir sous l'oreiller, que vous allez découvrir quelque chose. On vous disait que si vous ouvrez la fenêtre, d'un coup, vous allez pouvoir vous envoler. On vous disait qu'il y aurait un monde magique auquel vous alliez pouvoir accéder en ouvrant votre placard. En fait, au-delà de la technologie, au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, ce qui nous intéresse à nous, c'est vraiment la création de monde. Et d'ailleurs, c'est une tendance qu'on retrouve globalement, la création de monde, dans le divertissement. Vous avez à l'écran aujourd'hui un lieu qu'on appelle Miaoulf, qui est en fait un lieu dans lequel les gens vont se retrouver pour avoir une expérience divertissante grâce à des projections, vont aussi parler entre eux. C'est l'aspect social, c'est finalement une vision du divertissement qui était une vision d'une certaine manière anonymisante, où on était assis dans le noir et on regardait un écran qui nous donnait des choses, qui nous nourrissait, où on s'oubliait, à une vision du divertissement active dans laquelle on voit des choses, à nous entoure, on se prend en photo dedans, on prend des selfies, on a une relation avec le divertissement. On est en fait en train de passer d'un divertissement qui nous disait « oubliez-vous » à un divertissement qui nous dit « aimez-vous ». Et en fait, toute la chaîne va être impactée par ça. Et nous, on a très vite compris que la seule façon de finalement parler, d'inventer ces histoires et d'emmener les gens dans ces rêves, c'était de s'intéresser au point de départ de ce qu'était la création. Et en fait, la création, au départ, c'est des humains. C'est des humains. Les premiers hommes, si vous leur donnez un bout de charbon, vous les mettez dans une grotte, ils vont faire Chauvet. Si vous nous donnez un peu de peinture, on va se mettre à faire des œuvres d'art. Si vous nous donnez du métal, ça va être la Tour Eiffel. Et en réalité, la prochaine frontière, que c'est celle qu'on a identifiée, celle qui nous intéresse le plus, c'est la frontière du code. On pense que c'est là les grandes batailles vont pouvoir se dérouler, notamment compte tenu des évolutions dont on a parlé ensemble, qui sont la capacité de faire du processing d'informations rapides au niveau des lunettes, au niveau des terminaux qu'on aura autour de nous. Et je vais vous raconter un peu des histoires sur comment on en est venu finalement à développer ces histoires-là et quelles histoires. Et en fait, ces histoires, c'est toujours des histoires de rencontres. On a rencontré autour de ce projet qui s'appelle Battlescar il y a quelques mois des créateurs qui sont Nico et Martine, qui sont deux créateurs argentins et vénézuéliens. Ces créateurs argentins et vénézuéliens viennent nous dire, nous, en fait, ce qui nous intéresserait, c'est de raconter des histoires sur la façon dont le punk est né à New York à la fin des années 70. Et en fait, on veut le faire en vous plongeant directement dans cet univers de Lower East Side, de New York où tout brûlait. On veut parler de drogue, on veut parler d'héroïne qui sont queer, on veut parler de choses en fait, qu'on ne voit pas d'habitude sur les écrans. Et on s'est dit qu'en fait, un des nouveaux terrains d'expression qui était celui de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée était parfait pour imaginer aussi ce nouveau type d'histoire. Et je vous montre tout de suite quelques images.
And, you know, I don't really, I live my own life and nobody fucking tells me what to do. 1, 2, 3, 4. Chicos of El Barrio, doctors of your psyche, rising through the black holes. Breaking news, breaking news, breaking news. Shower in the garden, asking for some gas. Grab, push, burning. Breaking news, breaking news, breaking news, breaking, ha, breaking news. Battlescard, c'est devenu une coproduction entre un certain nombre de personnes. Nous, on est donc le studio de production et vous avez vu en fait parmi le logo tous ces gens qui nous ont permis de faire ce film, comme Arte, comme Riot, comme la région Vernonal Cinéma, comme le CNC évidemment. En fait, voilà, toutes en fait ces différentes organisations qui sont intéressées pour investir dans l'innovation, dans le storytelling. Google aussi a fait partie de l'expérience Battlescar. Alors, vous dites un film, mais en réalité, ce qu'on voit là, c'est une projection en 2D d'un environnement immersif. C'est-à-dire que quand on le vit, on la vit, cette expérience, on est à l'intérieur de cette expérience. Mais absolument. En fait, pour vous montrer ces images, la façon dont on a réalisé les trailers, c'est en réalité de placer une caméra virtuelle qui simule en fait votre présence au sein de l'expérience. Et évidemment, ça n'a rien à voir effectivement d'être au sein d'un programme, d'une expérience en fait qui va délivrer quelque chose juste pour vos yeux d'être effectivement sur un écran comme aujourd'hui. Je peux vous montrer de manière dans une diffusion classique ce qu'on fait. Ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ça dans la mesure où, comme j'essayais de l'expliquer, on est en lien direct avec des processeurs. Ce sont les processeurs qui, en temps réel, vont vous afficher les choses que vous allez voir dans l'environnement qu'on a créé. D'accord ? Donc, vous avez une dimension, vous avez une liberté totale d'exploration des univers qui sont créés. Un autre projet dont je peux vous parler, qui était aussi un de nos premiers projets, celui-là a défrayé la chronique pour plein de raisons, notamment un Lion d'Or à Venise, à la Venise Mostra, et un record d'acquisition par un distributeur, CityLights, qui a acheté ce projet pour plus $1 million. Et en fait, du coup, ça fait les gros titres à Sundance il y a 2 ans, et aussi une somme de partenaires prestigieux comme Oculus, comme HP, qui en fait ont participé à ce projet, et ils nous ont permis aussi d'avoir des partenaires prestigieux comme en création, comme Darren Aronofsky, qui est réalisateur de Black Swan ou de Requiem for a Dream, et au casting Millie Bobby Brown, la petite fille de Stranger Things, Jessica Chastain ou Patti Smith. Ce projet, en fait, au départ, c'est une jeune femme, Eliza McNeith, qui vient nous voir au cours d'un festival américain et qui nous raconte en fait sa vision de l'espace. Et elle nous dit que l'espace, c'est pas du tout un monde silencieux comme on le croit, c'est en fait un monde qui est plein de sons. Et si en tant qu'être humain, on s'est toujours rapporté à l'espace, on a toujours regardé pour essayer de comprendre notre place dans l'univers, en fait, peut-être pour la première fois, nous, en tant qu'humains, on va pouvoir vraiment se projeter vers lui et aller faire l'expérience de la musique de l'univers, aller mettre notre tête dans les planètes, aller jouer, aller surfer sur les anneaux de Saturne, aller jouer dans un champ d'astéroïdes. Et ça, c'est ce que aussi permet les types de technologies qu'on est capable de faire. Je vais vous montrer quelques images de Spheres aussi. You are the cosmos. Reach out and feel the universe. For thousands of years, inside the stars to find our place in the universe. Broken parts of the cosmic image is the part of the just as you have been. As we call out into the dark beyond, what strange echoes shall reply? Donc, comme vous l'aurez compris, je vais vous donner encore 2 exemples de choses qu'on fait, qui sont en fait tous finalement des courts-métrages ou des séries épisodiques, mais qui sont en fait des expériences qui ont pour vocation, avec tous ces partenaires, de démontrer
d'une certaine manière la pertinence d'un médium comme celui qu'on invente, donc qui est on parlait tout à l'heure de divertissement immersif. Ce que je vous montre là encore une fois, c'est principalement de la réalité virtuelle, mais on fait aussi, évidemment, en termes de distribution, on est aussi capable de faire des choses qui sont projetées sur des murs, de faire des hologrammes. Il y a plein de façons d'utiliser ce médium. Celle qui est la plus intéressante créativement et qui sortent les histoires les plus inspirantes pour nous sont quand même, voilà, notre média de cœur, c'est un peu la réalité virtuelle. C'est pour ça que je vous montre encore quelques images de projets. Ce projet Gloomy Eyes qui est venu chez nous à travers ces deux personnalités de Jorge Fernando, qui sont en fait des Argentins qu'on rencontre encore une fois au détour d'un festival et qui nous racontent ce projet et qui nous racontent un peu leur vie, puisque Jorge Fernando, c'est des animateurs, ils travaillent dans une boîte d'animation et en fait, eux, leur chaîne, leur projet dans l'animation, leur place, c'est de faire la lumière. Quand on fait une série d'animation, en général, on fait des assets, donc on produit des choses, des environnements, on les place dans l'univers, on met des caméras. Il y a tout un process extrêmement complexe d'animation qui se déroule à la toute fin, juste avant de faire le rendu. On a les gens qui font la lumière, donc qui mettent le volume, qui mettent l'accent sur les choses. Et eux, en fait, ils passent leur journée à réfléchir à la lumière. Alors, ils ont inventé cette jolie histoire qui s'appelle Gloomy Eyes, qui se passe dans un monde apocalyptique où le soleil a disparu pour se cacher de la bêtise des hommes, et où on a une histoire d'amour où, en fait, au moment où des zombies émergent pour venir manger des hommes et donc créer une guerre énorme, en fait, on a une histoire d'amour entre un petit Roméo zombie et une petite Juliette humaine qui s'appelle Nina. Et vous allez voir, en fait, comment on l'a mis en musique. C'est raconté par Colin Farrell. Je vous laisse le découvrir. There was a time when the sun got tired of the idiocy of humans and decided to hide and never rise again. And war broke out between the living and the dead. Maybe if the humans had tolerated their love, things could have turned out another way. Et enfin, je vous parle d'un dernier projet donc les projets précédents sont tous distribués, sont disponibles sur l'Oculus Store aujourd'hui, qui est le store de réalité virtuelle et certains aussi également sur Steam, qui est la plateforme de jeux vidéo que vous connaissez. Celui-là, c'est un documentaire qui est en production actuellement et qui est également aussi coproduit avec Arte, comme Gloomy Eyes ou Battlescar. Je vous montre quelques images de ce projet qui est en fait un projet sur la prolifération nucléaire qui nous a été amené par Princeton. Et l'idée, c'est de se mettre dans la peau de personnes qui reçoivent des messages en leur disant « il y a un missile balistique qui arrive et vous avez 38 minutes pour trouver un abri anti-atomique ». You initially can't even process it. It's something you have to stare at for a moment and say, wait a minute, what is this? This is not possible. And then the fear jumps in. This could be possible. Straight away I realized if I'm getting this message, so is everyone across the islands. There was this impulse, first to be with loved ones. If people were with their kids, it was, where do we go to protect them? How do we protect them? Our girls are 7 miles away, and Bruce said, I don't know if this is real or not, but I need to be with them. This was real, and there was a ballistic missile coming to us. I would probably never see him again.
comment est-ce qu'on peut accéder à ces contenus? Parce qu'aujourd'hui, via un écran, c'est compliqué, j'imagine. Comment est-ce qu'on y accède en tant qu'utilisateur lambda? Alors, effectivement, via un écran, c'est compliqué. D'ailleurs, ce que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, rappelez-vous que c'est en fait une caméra virtuelle qui montre des choses. D'ailleurs, pour 38 minutes, ça ressemble pas en fait vraiment à l'expérience telle qu'elle va être au final, qui sera bien meilleure. C'est des prototypes. En fait, aujourd'hui, on peut y accéder à travers des stores qui ressemblent en fait à des stores de jeux vidéo. D'ailleurs, Steam, qui est le plus connu des stores de jeux vidéo, distribue un certain nombre de ces projets. Ou alors, le plus connu pour nous, celui avec lequel on travaille le plus, c'est Facebook, à travers son store Oculus, où sont disponibles les projets comme Gloomy Eyes, Battlescar ou Spheres dès aujourd'hui. Et c'est un marché qui est rentable pour vous, boîte de production? Alors, c'est un marché qui est rentable pour nous, Atlas V, mais on est effectivement parmi les leaders du marché au niveau mondial. Et ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des sociétés qui nous entourent. Et notamment, la plupart de nos concurrents ont vraiment, eux, sont très souvent dans des cycles de levée de fonds qui permettent de financer leur activité. C'est le cas de tous nos concurrents américains qui, en fait, ont parfois levé jusqu'à plusieurs dizaines de millions de dollars pour faire ce même métier. On a un écosystème un petit peu différent en France, en Europe, qui nous permet de ne pas passer directement, pas passer totalement par ce même écosystème et par ces mêmes moyens de financement. Mais effectivement, c'est rentable pour nous, ça l'est moins dans l'ensemble, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait au moins 10 Atlas V qui existent en France ou en Europe pour continuer à faire grossir la qualité de la création sur ces médias immersifs. Dernière question, Fred, sur la maturité de ce marché. Est-ce qu'on commence à apercevoir l'acteur qui pourrait faire ce pas qu'a fait par exemple Apple avec l'iPod qui a littéralement démocratisé la musique en ligne, ou bien l'iPhone, ou bien la tablette? Est-ce que ces fameuses lunettes grand public vont arriver rapidement et qui pourrait les sortir? Alors, je pense que la réponse est évidemment un petit peu dans la question. Ce qu'on sait, on n'a évidemment pas le droit de communiquer tous les projets sur lesquels on peut travailler aujourd'hui, mais évidemment, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre d'acteurs de la Silicon Valley, dont ceux que vous avez cités, travaillent sur ces sujets. Il y a des articles qui sont sortis assez récemment sur tout ce qui se passe chez Apple ou chez Facebook, chez qui une proportion importante de la force de travail se situe sur le média immersif, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Je pourrais dire qu'il y a un consensus quand même autour de cette idée dans la Silicon Valley que le téléphone portable, c'est un peu un modèle dépassé. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment envie de continuer à taper des choses sur un petit écran qui fait 5 pouces. On a plutôt envie d'avoir des choses autour de nous qu'on a l'impression de pouvoir toucher, attraper, et avec lesquelles on peut avoir une relation. Et effectivement, le fait d'avoir des lunettes qui sont connectées avec du processing power et d'avoir des objets qui sont dans l'espace autour de nous, je crois que c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde. Maintenant, la place de marché qui sera celle qui va gagner, je crois qu'en fait, on n'est même pas au début de cette nouvelle guerre des plateformes à laquelle on assiste aujourd'hui à travers des Netflix et Amazon. Je pense qu'on peut se dire qu'elle va avoir lieu de nouveau avec l'immersif, avec l'informatique spatialisée assez vite, avec en tout cas une bonne partie de ces mêmes acteurs. Merci beaucoup, Fred. Merci à vous. Je me tourne à présent vers Frédéric Montagnon. Alors, Frédéric Montagnon est un entrepreneur et business angel français et il est le fondateur et président exécutif d'Ariani, une entreprise qui développe une nouvelle solution de certificats digitaux d'un nouveau genre qui pourrait rebattre les cartes à la fois du secteur du luxe mais aussi de l'art. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Frédéric, on vit depuis un certain nombre de décennies maintenant une révolution digitale qui révolutionne tout un ensemble de secteurs d'activité, une économie tout entière, par le fait qu'elle introduit cette notion d'abondance par rapport à une économie qui est basée sur la rareté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Finalement, ce qui a été magique, extraordinaire là, ces 25 dernières années, c'est la capacité à pouvoir diffuser de la connaissance, diffuser du savoir, des opinions à l'échelle. Et pourquoi ? Simplement parce que dans le digital, dans l'immatériel, on peut dupliquer les choses, on peut donner de l'accès finalement au plus grand nombre, au même contenu, puisqu'il n'y a pas de support, et c'est très facile à faire. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que ça démocratise énormément l'accès.
On se retrouve en l'occurrence, en revanche, dans une situation dans laquelle il devient difficile de monétiser certains contenus. On a connu ça par exemple dans le monde de la musique, de la vidéo. Ça a été compliqué même des jeux vidéo. À partir du moment où ce sont des fichiers, des codes, qu'on peut, donc soit des contenus qui sont des fichiers, soit du code dans le cas des jeux, ça devient facile en fait de recopier et puis de s'approprier un contenu. Alors il y a tout un tas de solutions qui ont été trouvées, qui ont été un peu douloureuses d'ailleurs. On s'en rappelle, il y a quelques années, on avait tous ces problèmes de DRM qui nous ont finalement obligés à être réenfermés en partant d'un web qui était pourtant un web très décentralisé, très libre. On se retrouve réenfermé finalement dans des logiques de plateforme parce que justement, on n'arrive pas, puisqu'on va parler des créateurs, on n'arrive pas finalement à recréer une notion de rareté et de valeur autour d'un contenu dans un monde dans lequel tout est duplicable. Et un exemple qui est très facile, c'est si je prends une photo ou si je crée une œuvre digitale, finalement, le simple fait de l'envoyer par email permet de la dupliquer. Puis la stocker dans un cloud, ça permet de la dupliquer à nouveau. Et on se retrouve à avoir des tas de versions finalement de ce même fichier, parfois compressées, parfois pas, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce contenu finalement devient un contenu qui n'a plus d'origine, et qui donc n'a plus de valeur. S'il n'y a pas de rareté, il ne peut pas y avoir de valeur attachée. Et en quoi des solutions techniques aujourd'hui, je pense notamment à ce que vous faites chez Ariani, permettraient de résoudre ce problème? Alors, il y a une chose qui est arrivée il y a maintenant un peu plus de 12 ans. On a commencé à voir arriver des technologies qu'on appelle blockchain, qu'on appelle jetons, peu importe, mais enfin, vous voyez un petit peu l'idée dans l'univers dans lequel on se trouve, qui est celui de la crypto finalement. C'est une technologie assez particulière qui permet de recréer une notion de rareté. Et comment? Simplement en se disant... On peut créer des identités numériques, des identités digitales, à partir du moment où on a quelque part une sorte de... Alors on appelle ça un ledger, donc un registre, dans lequel on va pouvoir référencer un ensemble d'unités, un ensemble de ce qu'on appelle des jetons, donc des identités digitales, dans une base commune, et de pouvoir, à un moment donné, dire que chaque unité est contenue dans ce qu'on appelle un wallet. C'est-à-dire, quelque part, est détenu par une personne et pas par deux à la fois. Et c'est complètement, ça transforme complètement finalement notre relation au digital parce que on parlait à l'instant d'un fichier qu'on peut dupliquer à l'infini. Et bien en fait, là, on va pouvoir quelque part créer quelque chose d'unique parce que on va créer un lien direct entre ce qu'on appelle finalement un actif numérique. Alors c'est important de définir un petit peu les choses, mais là on est dans le domaine des actifs numériques. Un actif numérique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une représentation numérique de la valeur. Alors l'actif numérique qui est le plus connu, c'est Bitcoin. On le connaît parce que ça a été la première crypto-monnaie, parce que c'est la première fois finalement qu'on a créé une monnaie complètement décentralisée, un objet qui porte de la valeur à l'intérieur du réseau Internet. Et ce qui est intéressant dans ces technologies-là, c'est qu'elles sont natives au digital. C'est-à-dire que par nature, tout ça existe parce qu'on a déjà un réseau qui est déployé. Donc ce n'est pas un élément qui est extérieur qu'on vient essayer d'introduire à l'intérieur d'un monde digital. On n'essaye pas de numériser quelque chose qui existe, mais ce sont des éléments qui sont nativement digitaux. Juste par rapport à cette question-là, il demeure pas moins que si jamais on a un fichier digital, on peut copier tout de même ce fichier digital, même s'il est associé à un élément qui garantit son unicité. Donc, en quoi on crée de la rareté en associant un certificat ou un token à un objet digital existant qui reste tout de même copiable? Comment est-ce que vous réalisez ce lien unique entre l'objet digital et le certificat? Alors c'est là où il faut qu'on parle des jetons qui sont fongibles et des jetons qui sont non fongibles. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps de NFT. NFT, ça vient de l'anglais, NFT, Non-Fungible Token, sont des tokens non fongibles. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fongible d'abord? La monnaie, par exemple, la monnaie qu'on a l'habitude d'utiliser, elle est fongible. C'est-à-dire que si je vous donne 5 euros, vous me donnez 5 euros, peu importe, ce soit des pièces, un virement, finalement, la somme est nulle. On n'a rien fait. On s'est échangé de la valeur, mais en réalité, le résultat est le même que l'état d'avant, l'état d'après est le même. Ça, c'est ce qu'on appelle des choses qui sont fongibles. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement remplacer un objet par un autre.
Dans l'univers qui est non fongible, par exemple un appartement, une maison, c'est pas fongible, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir exactement la même valeur, mais si on s'échange nos appartements, même s'ils ont le même prix, il va falloir quand même déménager, on ne se retrouve pas ni avec la même vue, ni avec finalement le même bien au final. Dans l'univers digital, c'est pareil, on a cette même logique, donc on va considérer que Bitcoin est, par exemple, est fongible, c'est-à-dire si je vous donne un Bitcoin, vous m'en donnez un, on a réalisé une opération qui est nulle. On peut aller un petit peu plus loin et se dire qu'en fait, chaque unité, chaque jeton peut avoir son numéro de série, peut avoir sa propre identité. Et donc, à partir de là, on peut rattacher des propriétés qui sont différentes à des jetons. Et c'est ce qu'on fait par exemple chez Hernani, c'est-à-dire que nous, on permet à des marques de créer des jetons qui ont chacun leur identité propre. Et par exemple, je peux créer un jeton qui représente un objet comme une montre sur le réseau Internet. Et ce jeton-là, il va représenter ma montre avec son numéro de série, avec son identité, avec son histoire. Et donc à partir de là, on peut quelque part connecter, on dit qu'on connecte finalement des objets qui sont des objets du monde réel, qui n'ont en principe pas la capacité à se connecter par eux-mêmes, parce qu'ils ne possèdent pas d'électronique, on pourrait même les connecter au réseau, parce qu'on leur offre un passeport digital. Et donc tout cet univers finalement de ces NFT, l'objectif c'est de pouvoir créer une identité propre à quelque chose qui est physique ou pas d'ailleurs, et de lui donner une identité qui va vivre sur le réseau Internet et qui va pouvoir tout au long de la vie de cet objet finalement représenter ce qu'il est. Et à nouveau, ce qui fait qu'on arrive à créer cette rareté et qu'on arrive à créer cette notion de propriété, c'est que cet objet-là, qui est un objet numérique, donc ce NFT, il va être contenu à un moment donné dans un wallet, dont l'accès sera mon accès, votre accès, peu importe. Et donc, on arrive à recréer finalement la notion de propriété de quelque chose qui est digital dans un monde normalement d'abondance. Donc, on a recréé de la rareté dans le monde digital, ce qui est d'une certaine manière l'aboutissement de la numérisation finalement du monde. Pour l'instant, on n'avait pas numérisé la notion de propriété et on n'avait pas numérisé non plus la notion de transaction dans le monde digital jusqu'alors. Et alors, là, vous avez parlé de l'exemple de la montre, mais ça peut être valable pour une œuvre d'art, par exemple, une œuvre d'art physique comme une œuvre d'art digitale. Est-ce que vous avez quelques exemples d'utilisation à nous donner de créateurs numériques d'ailleurs, qui utilisent aujourd'hui des NFT pour donner de la valeur, donc de l'unicité, de la rareté à un objet qui est par essence copiable, duplicable à l'infini? Oui, alors il y a eu, on a beaucoup parlé de NFT là, ces dernières semaines. D'abord, c'est une technologie qui est, alors on va pas dire ancienne, c'est une technologie qui a, on va dire 4 ans à peu près. C'est les premières expériences à l'échelle ont eu lieu il y a 4 ans. La raison pour laquelle on en est venu à en parler beaucoup, c'est parce que des artistes ont commencé à créer des œuvres, les mettre sur des marchés, et leur permettre d'avoir une valeur, de les mettre aux enchères et donc de faire se rencontrer des artistes avec des acheteurs ou bien des gens qui possédaient des œuvres avec des acheteurs. Il y a un certain nombre de plateformes, alors je vais en citer une particulièrement qui est OpenSea, qui est une plateforme qui est développée depuis New York, qui n'a pour fonction que de permettre à ce marché de se rencontrer. Donc c'est comme une foire finalement à l'art, sauf que cette fois-ci, cette foire elle est mondiale. Elle existe 24 heures sur 24 et surtout elle garantit que les transactions vont se dérouler de la meilleure façon qui soit, parce que dans l'univers des crypto-monnaies et des blockchains, en fait, quand on se met d'accord sur une transaction et qu'on utilise les bonnes technologies pour le faire, si j'envoie de l'argent, je suis sûr que je serai livré de ce que j'achète, ce qui est quand même assez différent de ce qu'on peut avoir dans un monde plus traditionnel, où en général, il faut un tiers, au moins pour se rassurer, quand on fait un achat important, qu'on va bien être livré de ce pour quoi on a payé. Donc, ces plateformes, on fait beaucoup parler d'elles parce qu'on a commencé à voir des artistes venir vendre des œuvres de plus en plus chères. Et on a eu des transactions à plusieurs millions, à plusieurs dizaines de millions de dollars, qui sont en réalité portées en général par des gens qui ont besoin de reconnaissance ou des traders. Enfin bon, il y a plein de raisons de venir finalement se participer à un marché de ce type. Et donc on voit des artistes aujourd'hui qui sont des artistes qui sont au départ des artistes purement digitaux, c'est-à-dire qui n'existaient pas, qui n'ont jamais travaillé sur des supports physiques, qui se sont mis à vendre sur ces plateformes. Et la raison pour laquelle les prix se sont envolés, c'est simplement parce qu'on a accès à un marché mondial.
Et donc, c'est pas du tout pareil d'avoir une vente aux enchères qui se passe à un moment donné, et puis une deuxième vente aux enchères pour le même produit qui se passera peut-être dans plusieurs mois, ou d'avoir un marché qui se fait en continu et de manière globale. Donc, c'est ça qui est arrivé. Alors, on a des gens qui sont des artistes nativement digital, qui ne font que de l'art digital. On a aussi des artistes qui viennent du monde, on va dire physique, et qui se mettent à créer de l'art digital et à le vendre. On a des gens aussi qui donnent, comme on le fait chez Ariani, donc finalement qui vont permettre à des gens de pouvoir s'échanger le titre de propriété d'une œuvre. Et finalement, on pense que quand on agit sur ces marchés-là, que le titre de propriété est vraiment ce qui fait foi. Et c'est ce qui est de plus important finalement, parce que l'œuvre, ça n'est qu'un support. Et de toute façon, si on s'est bien échangé, si on a bien fait l'acquisition du titre de propriété, eh bien, on devient le propriétaire. Donc ça, c'est vrai dans l'art, je dirais, graphique. Il y a des gens qui vendent des photos, évidemment, aussi. On a aussi des gens dans des groupes de musique, par exemple, des artistes qui produisent de la musique, qui vendent de la musique sur ces mêmes plateformes. Pas forcément dans une recherche, en fait, d'unicité cette fois-ci, mais plutôt pour créer des nouvelles façons d'engager une communauté, des nouvelles façons de valoriser simplement leur travail, sans avoir à dépendre de plateformes qui sont des plateformes qui ont des modèles de rémunération qui sont assez difficile à vivre pour les artistes, parce que ça met beaucoup de temps, des Spotify, des Deezer, ça met beaucoup de temps finalement pour les artistes à mettre en route un modèle de revenu important. Là, on trouve des nouveaux modèles finalement qui consistent à vendre en avant-première un certain nombre d'exemplaires d'un enregistrement, vendre en avant-première peut-être le prochain concert qu'on aura la possibilité de pouvoir organiser. Alors, on ne sait pas forcément quand, mais il y a tout un tas aujourd'hui d'artistes qui utilisent finalement ces capacités à pouvoir se connecter directement avec leur audience et leur communauté pour monétiser leur travail, donner un accès privilégié à cette communauté et se faire connaître également. Chez Ariani, aujourd'hui, vous utilisez ces tokens, ces non-fungible tokens, les NFT, uniquement pour le secteur du luxe, mais vous pourriez le faire demain pour le secteur de l'art? Ouais, on a choisi de le faire, de commencer par le luxe parce que alors, il y a pas mal de raisons qui nous ont fait commencer par là. La première, c'est parce que simplement, les sociétés les sociétés qui produisent, qui sont des acteurs de l'industrie du luxe, sont des sociétés qui sont très formées, dans lesquelles il y a une vraie capacité à réfléchir à l'image de marque, à la manière de se connecter avec des prospects ou des clients. Donc il y a de toute façon, historiquement, une vraie ingénierie derrière le marketing, derrière la fidélisation et derrière la relation client. Donc on a pensé que c'était une bonne façon déjà de trouver des gens qui étaient déjà matures en termes de réflexion dans leur manière de se connecter directement avec des clients. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce sont des marques qui sont globales. Donc, c'est des marques qui nous permettent de diffuser notre technologie à l'échelle du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille avec des marques comme des marques du groupe Richemont, comme Breitling, qui nous permettent, dès le début, dès les premières expérimentations qu'on a pu mettre en place et dès les premières vraies productions qu'on a mis en place, de s'adresser à un public qui est présent partout dans le monde. Et il n'y a pas beaucoup de marques, en réalité, qui sont des marques globales, quand on regarde bien. Même un Facebook n'est pas global, alors que des marques de luxe, elles sont vendues dans le monde entier. Il n'y a pas de frontières. Donc ça nous a beaucoup plu. Et puis, il y a une chose qui, en tant qu'entrepreneur français et francophone, qui est très pratique, c'est qu'on a un marché du luxe qui est dominé par la France, par la Suisse et l'Italie. Et en fait, quand on est en France, on a un accès à cette industrie qui est tout à fait privilégiée. Et je pense que c'est vraiment une industrie à laquelle la technologie, les entrepreneurs de la tech ne sont pas assez intéressés, parce que c'est là une opportunité finalement de pouvoir rayonner dans le monde entier en réglant des vrais problèmes qu'ont ces marques, qui est assez unique, qui n'existe pas dans beaucoup d'autres industries. Et puis la dernière chose, c'est que nous, on a l'idée, et c'est une des valeurs finalement de toutes ces technologies qui sont les technologies décentralisées, on a l'idée de vouloir régler aussi, et d'abord d'ailleurs, les problèmes de confidentialité, de données personnelles, de privacy en général. Et on trouve finalement dans toutes ces technologies-là la capacité à créer un lien direct entre celui qui produit quelque chose, donc ça peut être un artiste en effet, mais ça peut être aussi une marque qui fait du luxe, qui fait peu importe, et son client final, sans avoir à faire appel à une plateforme centralisée et sans avoir à collecter de l'information de manière abondante sur ses clients.
C'est-à-dire ce qu'on permet de faire aux marques, c'est d'avoir ce lien direct donc, avec son consommateur final, de pouvoir communiquer avec lui, de savoir exactement qui, à un moment donné, possède tel ou tel objet pour des raisons de garantie, de SAV, peu importe, sans pour autant savoir quelle est l'adresse de cette personne, son numéro de téléphone, qui sont des informations qui sont vues comme intrusives aujourd'hui et qui mettent les utilisateurs à risque. On l'a encore vu là, il y a 2 jours, Facebook s'est fait dépouiller de 500 millions de numéros de téléphone, d'adresses, etc. Ça devient le lot quotidien des plateformes. C'est un risque pour les plateformes, c'est aussi un risque pour les marques. Donc aujourd'hui, le fait finalement de construire une architecture, un CRM, une relation avec son client, et encore une fois, construire une marque comme un artiste, en évitant d'avoir à prendre la responsabilité des données personnelles de ses clients, je pense que c'est une proposition de valeur qui est très importante. Merci Frédéric. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà, j'ai été ravi de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer ce sujet passionnant que sont les futurs de la culture. Il y aurait matière à faire un cycle complet sur le sujet. Merci à nos invités, merci à vous qui nous suivez en ligne. Le cycle continue, on se retrouve chaque mois ici pour parler des futurs. Nous vous donnons rendez-vous le 12 mai pour débattre des futurs de l'alimentation. Vous pouvez retrouver d'ici là les podcasts BOMA, Les Futurs 2 sur les différentes plateformes Apple et Spotify, ainsi que rejoindre nos formations à la prospective et au management de l'incertitude sur boma-france.com. D'ici là, soyez prudents